Donc sur la société civile, les organisations, les associations, Ignace Leverrier ou Vladimir Glassman, puisqu'Ignace Leverrier est son pseudo devenu très célèbre, qui est agrégé d'être arabe, détenteur d'un DEA d'histoire musulmane, publié beaucoup d'articles sur la plupart des pays, était en poste au sein d'équipes diplomatiques, l'Algérie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et surtout la Syrie. Il a contribué à l'État du monde, au Nouvel État du monde et au Dictionnaire historique et géopolitique, publié à la Découverte. Auteur de nombreux articles que je ne citerai peut-être pas tous, dans des revues diplomatiques, Mondes émergents, Mondes émergents, Moyen-Orient et politique internationale, il me semble. Le plus important, on va parler de l'actualité, puisque depuis avril 2011, il tient le blog Un œil sur la Syrie, qui est sur le Monde, sur le site du Monde, qui entend à la fois fournir des clés de lecture de la réalité syrienne et apporter un soutien aux légitimes revendications du peuple syrien. Vladimir, à vous la parole. Merci. Au moment de prendre la parole pour intervenir sur la mise en place en Syrie des organisations et associations de la société civile, je ne vous cacherai pas que j'éprouve à la fois beaucoup de fierté et un peu de honte. Beaucoup de fierté pour avoir été admis par les organisateurs à siéger à une table où ne figurent que des Syriens, et un peu de honte parce que je dois traiter d'un sujet pour lequel beaucoup de personnes présentes dans la salle auraient été plus indiquées, puisqu'elles ont directement participé et qu'elles continuent à le faire, à la mise en place de ces associations de la société civile. J'espère ne pas les décevoir. Depuis mars 2011, le régime de Bachar el-Assad n'a lésiné sur aucun moyen pour entraîner dans une guerre civile confessionnelle les Syriens qui réclamaient pacifiquement dignité et liberté. Pour ce faire, comme vous le savez, les Mukhabarat se sont employés, dès les premiers jours du soulèvement, à liquider les jeunes qui jouaient un rôle moteur dans les manifestations. Ils ont également mis en détention des dizaines de militants politiques chevronnés, accusés d'avoir parlé aux médias étrangers. Puis ils ont favorisé leur départ ou leur fuite à l'étranger. Ils entendaient ainsi organiser le vide politique, faire de la révolution une révolution orpheline et pousser une population en manque de repères et de dirigeants à s'armer, au moins pour se défendre, certains que sur le terrain de la confrontation militaire, le régime l'emporterait. Ces calculs se sont révélés partiellement faux. Certes, le régime est parvenu, à force de violence, à contraindre les Syriens à prendre les armes, mais il n'a pas réussi à vaincre leur résistance. Surtout, il n'a pu empêcher les révolutionnaires de mettre en place, sur l'ensemble du pays, des centaines d'organisations et d'associations apolitiques de toute nature. 2 ans et demi après l'explosion de colère de Daraa, et bien que confrontés à des trahisons extérieures à répétition et à des défis intérieurs sans cesse renouvelés, les révolutionnaires syriens n'ont rien perdu de leur désir de liberté. Ils veulent plus que jamais être des citoyens responsables, acteurs de leur destin et de l'avenir de leur pays, et ils le montrent. J'aborderai 3 points. Je rappellerai d'abord comment les révolutionnaires se sont organisés pour durer, comment ensuite ils ont jeté les bases de la Syrie future, et finalement comment ils résistent aux tentatives de détournement de la révolution. Pour permettre à la contestation de durer, les révolutionnaires, des jeunes pour la plupart, comprennent qu'ils doivent agir immédiatement dans plusieurs directions. Ils s'organisent, ils se donnent des chefs, ils se répartissent les tâches, ils entrent en relation les uns avec les autres d'un bout à l'autre du pays via les réseaux sociaux et ils se mettent au service de la révolution avec une imagination, une abnégation et un courage souvent exemplaires. Ainsi, pour ne rappeler ici que quelques-unes de leurs initiatives, ils créent partout des comités de coordination pour encadrer les manifestations et empêcher les dérapages. Ils mettent sur pied des équipes de volontaires pour diffuser les images de leurs démonstrations et celles de la répression. Ils créent une multitude de sites d'information et de documentation sur lesquels ils consignent les atteintes aux droits de l'homme du régime comme de l'opposition. Ils collectent et redistribuent les aides matérielles dont ont besoin les familles des victimes. Ils organisent des établissements de soins clandestins à l'intention des blessés recherchés dans lesquels opèrent au péril de leur vie des médecins et infirmiers volontaires. Ils s'efforcent enfin de formuler en termes politiques les objectifs que partagent la majorité d'entre eux, la chute du régime de Bachar el-Assad
et son remplacement par un État démocratique civil, c'est-à-dire laïque modéré. Au milieu de 2012, la mobilisation et la solidarité changent de forme. À côté des centaines de coordinations, des conseils locaux font leur apparition. Entre-temps, la révolution a connu un tournant avec l'apparition de l'armée syrienne libre. Les militaires qui désertent pour protéger les manifestations se sont en effet organisés. Dans un certain nombre d'endroits, leur présence a fait fuir les administrations et les représentants de l'État. Pour prévenir l'anarchie que le régime a annoncée et qui ferait son affaire, et pour répondre aux besoins des populations, les coordinations ne suffisent plus. Il est évidemment important pour les révolutionnaires de continuer à manifester, mais la priorité est désormais à la satisfaction des besoins de ceux que guettent la faim, le froid et les maladies. Cet effort ne peut plus être individuel ou celui d'équipes restreintes, il doit être le fait de nouvelles structures qui prendront la place des municipalités défaillantes. C'est ainsi qu'apparaissent les premiers conseils locaux. Ils sont mis en place selon des procédures diverses, en certains lieux à l'issue d'un vote, ailleurs le soin de gérer la ville ou le quartier est confié à des personnalités civiles, militaires, tribales ou religieuses, à la moralité reconnue. Ailleurs encore, la gestion est prise en main par des volontaires qui se répartissent les tâches. Celles-ci sont considérables. Elles concernent tous les secteurs de la vie de la cité. Elles mobilisent des dizaines de volontaires puisque les municipalités n'ont pas les moyens de verser des salaires. Il faut faire régner l'ordre, réorganiser les tribunaux, tenir à jour l'état civil, permettre aux banques de fonctionner, remettre en marche les services, approvisionner les marchés, faire fonctionner les boulangeries, organiser des centres de soins clandestins, apporter des secours aux familles nécessiteuses et aux parents de détenus. Il faut aussi fournir des abris et provisions aux réfugiés, collecter les ordures, entretenir la voirie, réparer les bâtiments publics, relancer les écoles. La gestion de ces conseils n'est pas partout exempte de reproches. Comme les militants politiques, jadis tenus à l'écart de tout mandat électif, les révolutionnaires n'ont dans l'ensemble aucune expérience administrative. Il y a parmi eux, comme dans la société, des arrivistes, des affairistes, des opportunistes et des corrompus qui espèrent tirer parti de l'absence de l'État et des besoins des habitants pour se remplir les poches. Mais ce qu'on n'avait encore jamais vu en Syrie depuis un demi-siècle, c'est que les citoyens mécontents ne se privent pas de critiquer, de mettre en cause et éventuellement de chasser leurs responsables défaillants. Pour améliorer leur fonctionnement, l'idée s'impose de fournir à ces conseils un cadre commun dans l'ensemble de la Syrie dite libérée. En février 2013, un règlement intérieur est adopté sous l'égide de la coalition nationale qui a vu le jour quelques mois plus tôt. Tous les conseils devront désormais être élus et leurs bureaux spécialisés, secours, finances, services publics, justice, sécurité, enseignement, médecine, etc., devront faire appel à des personnes compétentes, acquises aux principes et aux objectifs de la Révolution. Sont aussi créés des conseils de gouvernorat dont les membres seront également élus par la base. Ces structures officielles ne reflètent pas à elles seules l'envie de participation des révolutionnaires. Alors que les régions et les villes de Syrie encore contrôlées par le régime ne montrent aucune créativité, une quantité impressionnante de projets voit le jour dans la Syrie dite libérée. En moins de 2 ans, les révolutionnaires créent une 60aine de titres de journaux et de revues, plusieurs dizaines d'agences de presse, une 20aine de radios. Ils mettent en ligne des dizaines de courts-métrages, de sketchs, de chansons, de caricatures et d'œuvres graphiques qui racontent ou illustrent le déroulement de la Révolution en recourant souvent à la critique et à l'autodérision. Dans le domaine associatif, ils se réunissent dans des organisations de défense des droits de l'homme, dans des embryons de syndicats, de médecins, d'architectes, de traducteurs, d'avocats, d'étudiants, et dans une multitude d'associations qui s'intéressent à la situation des femmes, au soutien aux détenus, à la solidarité avec les disparus, à la protection des sites antiques, à la défense du patrimoine, à l'assistance aux handicapés de guerre, à la promotion de la coexistence pacifique, etc., etc. Depuis le début de 2013, l'affirmation des djihadistes en Syrie monopolise l'attention des médias. Le phénomène est effectivement préoccupant, mais il n'est pas irréversible. À condition de renforcer la résistance démocratique, comme le préconise un récent rapport de Basma Kodmani et de Félix Legrand, il est tout à fait envisageable de voir des combattants actuellement engagés dans des unités islamistes et djihadistes rejoindre les rangs de l'armée libre. En attendant, les exactions
commises par les plus fanatiques de ces hommes permettent à certains d'affirmer que la révolution est morte. Une telle présentation est erronée. Elle est aussi injuste pour les révolutionnaires et pour les populations qui démontrent à de multiples reprises qu'elles ne se laissent pas faire. Après avoir crié lors des manifestations de 2011 « Bachar, dégage », elles manifestent aujourd'hui en certains lieux au cri de « djihadistes dehors ». Les Syriens qui s'opposent et résistent à l'ordre djihadiste non seulement sont de bons musulmans, mais ils font souvent partie de la couche la plus conservatrice de la population syrienne, comme ces habitants du village de Has el-Soumoud, à l'ouest de Ma'aret el-Nu'man, barbus à souhait, qui arborent lors de leur manifestation hebdomadaire du 12 juillet 2013 un calicot énonçant « C'est par notre volonté que nous édifierons l'État de Syrie libre, nous ne l'importerons pas de Tora Bora ». À El-Qah, à Atmé, à Saraqeb, une quantité de petits faits montrent que les Syriens, accrochés aux droits qu'ils ont commencé à récupérer, ne céderont pas facilement à ceux qui veulent leur imposer par la force des comportements, des valeurs, des principes et finalement une forme d'État qui ne sont pas ceux pour lesquels ils se battent et supportent depuis 30 mois ce que vous connaissez. Il existe aujourd'hui en Syrie des dizaines de mouvements de protestation citoyenne, comme le mouvement Nabad, pulsion, palpitation du cœur, le projet Kibri, le soufre, dont le slogan est « Au commencement était une allumette, Kibrité », le rassemblement Ayyam el-Hurriya, jour de liberté, le mouvement Wa'i, conscience, ou le mouvement Haqquna, notre droit, un mouvement de protestation apolitique créé à Raqqa à la fin de 2012 pour permettre à la voix des habitants de continuer à se faire entendre. Ce dernier mouvement confirme jour après jour, par son simple refus de se taire, que les Syriens ne se laissent plus intimider, même par des groupes islamistes ayant démontré des dispositions à l'arbitraire et à la répression qui ne le cèdent en rien à celles du régime. Depuis plusieurs mois, Haqquna multiplie des actions dans la ville, défiant les factions djihadistes radicales qui s'en disputent le contrôle. L'ensemble de ces incidents, et je terminerai sur ces mots, montre que les Syriens se battent aujourd'hui pour préserver la liberté qu'ils ont commencé à retrouver en chassant d'une partie du territoire les forces de Bachar el-Assad. S'ils n'ont pas souhaité l'installation dans leur pays des djihadistes, ils ne sont pas hostiles, faute de mieux, à leur présence, mais à condition que ceux-ci les aident à se débarrasser du régime en place et surtout qu'ils s'abstiennent d'interférer dans la nature de l'État que les révolutionnaires veulent substituer au pouvoir actuel et qu'ils les laissent s'organiser, s'exprimer, manifester et critiquer comme ils estiment désormais avoir conquis le droit de le faire. Je vous remercie. Bon, il ne fallait pas dire qu'on n'était pas syrien avec tout ça. Quelques questions particulièrement à Ignace Leverrier d'abord et ensuite à tous les intervenants. Oui, merci beaucoup. En fait, je voulais savoir comment vous pouvez vérifier, par exemple, que les conseils sont élus, ou comment vous pouvez vérifier que les journaux qui sont faits là-bas sont diffusés. Enfin, je veux dire, comment vous pouvez, sur un plan, on va dire, scientifique, prouver ce que tous ces propos qui sont très, très intéressants, très optimistes. Enfin, je veux dire, comment vous pouvez savoir que, par exemple, il y a par exemple, des embryons de syndicats qui exercent d'une manière plus démocratique. Enfin, comment vous vérifiez vos sources ? Je pense que ce n'est pas très difficile de le savoir parce que d'abord on a un certain nombre de témoignages de Syriens et de Syriennes qui ont participé à tous ces mouvements. Concernant les conseils qui doivent être élus, on sait qu'un certain nombre de conseils de facto ont été élus. Par exemple pour Alep, ça s'était déroulé d'ailleurs à l'extérieur d'Alep puisque les conditions n'étaient pas remplies pour leur mise en place à Alep même. Le conseil du gouvernorat de même.
Il y a des endroits dans lesquels, pour le moment, ce n'est pas fait, parce que ce qui a été énoncé, c'était un cadre général dans lequel on souhaitait que les régions libérées puissent s'insérer, et au fur et à mesure que d'autres régions viendraient rejoindre donc ces zones débarrassées du régime, qu'elles puissent procéder de la sorte. Donc c'est le cadre général, mais je ne dis pas que tout, de fait, a été mis en œuvre. C'est-à-dire que c'est ce vers quoi la révolution et la coalition tendent. Concernant les embryons de syndicats, j'ai bien utilisé le terme d'embryon parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Jusqu'alors, dans toutes les professions en Syrie, on devait appartenir soit à un syndicat unique, soit à un ordre professionnel unique. Or, ce que les avocats, les médecins, les ingénieurs dénonçaient depuis de nombreuses années, c'était ce cadre qui leur était imposé, d'autant qu'il était étroitement contrôlé par le parti Baas. Ils souhaitaient la possibilité d'avoir des syndicats autonomes. Or, de facto, en s'organisant en coordination de médecins ou en coordination d'avocats, on a là les bases de ce qui peut devenir des syndicats autonomes. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'embryon. Je pense que vous pourriez probablement rajouter qu'il y a des pages Facebook, il y a des sites web, il y a qui communiquent sur le sujet. Il y a certainement des fois de la propagande, mais il y a beaucoup de fois des gens qu'on connaît. Par exemple, maintenant, des avocats libres est créé. On connaît les noms de ces avocats. Certains sont des personnalités connues, etc. Est-ce qu'il y a des... je voudrais savoir s'il y a des passerelles ou des contacts entre des gens qui seraient encore employés, fonctionnaires dans des administrations, dans des services de l'État, et qui travailleraient avec ces associations qui se sont constituées. Évidemment, je projette un petit peu en posant cette question une situation historique qui n'a rien à voir, qui est celle de la résistance en France, où il y avait justement des complicités entre la résistance et certains personnels de l'État qui étaient anti-vichistes. Et du coup, dans le même ordre d'idées, est-ce qu'il y a une réflexion sur justement comment repenser une administration et des services publics au service des citoyens et plus au service d'une clique et d'une minorité corrompue? Pour les passerelles, oui, il est clair qu'elles existent. C'est-à-dire, les Syriens ont très bien compris, je veux dire, les révolutionnaires, pardon, ont très bien compris que toute l'administration ne pouvait pas faire défection. D'abord parce qu'eux-mêmes peuvent en avoir besoin, parce que les zones libérées, entre guillemets, c'est une chose. Mais par exemple, dans les environs de Damas, ou à Damas même, où il existe des coordinations qui regroupent donc des révolutionnaires, des activistes, des opposants, ils ont besoin de cette administration. Donc ils comprennent très bien. Ils le comprennent d'autant mieux que ceux qui continuent à travailler fournissent des salaires et permettent de faire vivre leur famille. On sait que ces passerelles existent, en particulier dans le domaine militaire ou dans le domaine sécuritaire, où on a vu énormément de fuites concernant des opérations menées par l'armée avant qu'elles ne se déroulent, ou bien des opérations réalisées par les mukhabarat qui expliquaient en réalité ce qui s'était passé, comme pour les premiers événements de Daraa. Donc il y a évidemment des passerelles au sein des familles. Certains continuent à travailler dans l'administration alors que d'autres militent en faveur de la chute du régime. Or, concernant la réhabilitation de l'administration, moi je n'ai pas d'informations très claires à ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'il y a une réflexion sur la nouvelle forme de l'État, c'est-à-dire ce que les Syriens attendent de la Syrie future. Dans ce cadre-là, il y aura évidemment une réforme nécessaire de l'administration, mais je me demande si rentrer aujourd'hui dans ce détail, c'est pas prendre le risque de se perdre, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait dessiner, c'est les grands traits de la Syrie future. C'est ça sur lequel il est important de se mettre d'accord. Or, ce n'est pas tout à fait encore le cas. Merci, Madame. Oui, je vous remercie de vos interventions qui sont vraiment intéressantes et j'espère que vous êtes... que c'est moi qui suis pessimiste, mais je vous trouve très optimiste, tous les deux, en fait, concernant le pouvoir, ou plutôt le non-pouvoir des djihadistes plus tard. Alors, est-ce qu'on est, nous, très... Est-ce qu'on nous influence trop dans l'autre sens? Est-ce que les infos qu'on a en France, dirais-je, nous influencent pour une crainte que moi, je ressens vraiment de ce qui peut se passer, d'autant plus qu'on sait que ces mouvements les plus extrémistes, disons, qui participent quand même au combat et à la entre guillemets révolution, sont quand même soutenus par des
gens très puissants, qui ne sont pas l'Arabie Saoudite et autres, quand même. Ce qu'on dit. Oh, enfin bon, d'accord. Donc vous ne pensez pas? C'est-à-dire, si vous voulez dire qu'ils sont soutenus par l'État saoudien, non. Ils sont soutenus par des Saoudiens, sans doute, mais aussi par des Qataris, par des Koweïtiens et des Émiratis. C'est-à-dire, ils sont soutenus à la fois par des personnalités islamistes qui sont très riches et par des organisations islamistes qui sont réparties sur l'ensemble du monde, et peut-être certaines jusque chez nous, ou bien aux États-Unis. Donc, ils ont effectivement un soutien qui est un soutien financier. Alors, concernant la nuisance de ces groupes, il est hors de question de le nier. Mais en même temps, la focalisation médiatique a fait qu'ils sont devenus en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que quand on parle des exactions en particulier, parce que c'est ça qu'on retient, quand on procède à l'exécution de 3 officiers alaouites à Raqqa, c'est un crime tout à fait qui doit être condamné et qui est condamné. Mais en même temps, on oublie qu'au même moment, le régime se poursuit ses massacres ordinaires, si on peut dire. C'est-à-dire qu'au même moment, il trucide 100 personnes ailleurs. C'est-à-dire que je crois que c'est une réalité, mais qu'on doit faire attention, parce qu'à force de la mettre en avant, ils deviennent l'arbre qui cache la forêt, et en particulier qui cache ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire que le mouvement de fond dans la société syrienne, il existe. Et c'est pour ça que j'ai souligné ce qui s'est passé à Hass al-Soumoud, il porte bien son nom, c'est qu'il y a cette résistance de la population. Alors, ce sont des bons musulmans, ce sont, comme la majorité de la population syrienne, mais ils ne veulent pas pour autant ces djihadistes. Est-ce qu'ils pourront s'en débarrasser après les avoir acceptés parce qu'ils, d'une certaine manière, ils ne pouvaient pas faire autrement, d'une part parce qu'ils se sont imposés, ils n'ont pas demandé est-ce qu'on peut rentrer, ils sont arrivés. Et j'ai montré ailleurs, avec la bénédiction, si ce n'est pas avec les encouragements du régime. Je ne dis pas que c'est le régime qui manipule ces groupes, mais il a fait en sorte que la menace terroriste qu'il annonçait avant même que les Syriens soient descendus dans les rues se réalise au moment où il en a eu besoin. Donc il a libéré ces islamistes et il les a laissés faire. Donc les Syriens n'ont rien eu à voir là-dedans, ils se sont imposés. Est-ce qu'ils pourront un jour s'en débarrasser? Ce sera évidemment aussi difficile que c'est en Irak. Mais ils le savent de toute façon. Simplement, ce qu'ils pensent, c'est que si la révolution aboutit, ce qui aujourd'hui n'est pas une certitude, ou n'est plus une certitude, si la révolution aboutit, ils sont prêts à se battre, parce que ça ne correspond pas à la mentalité de la majorité des Syriens. Les Syriens sont une population qui a connu tellement d'invasions au point de vue historique. Ils ont vu passer les Égyptiens, ils ont vu passer les Grecs, ils ont vu passer les Perses, ils ont vu passer les Romains, ils ont vu passer les croisés. Enfin, bref, ils ont assimilé ceux qui ont voulu rester chez eux, et il y a une espèce de tolérance dans la société syrienne qui n'existe pas dans la majorité des autres pays arabes, malheureusement. Donc, ils ont l'habitude de ces choses-là, et ils ont acquis une espèce de modération qui est un fond culturel syrien. Donc, ce qu'ils voient des djihadistes provoque leur rejet. Surtout quand ils s'en prennent à des minorités, ou qu'ils s'en prennent à... Par exemple, quand à Raqqa, ils ont démoli les églises, récemment, l'État islamique d'Irak et du pays de Cham, lorsqu'ils ont démoli cela, ceux qui ont manifesté en portant la croix à travers Raqqa, ce n'est pas que des chrétiens, c'est aussi des sunnites, peut-être aussi d'autres encore confessions, qui participaient à ce rejet de ce genre d'opération. C'est ce qui fait que je crois qu'il y a un certain nombre de potentialités et un certain optimisme qu'on doit avoir, parce que tout cela est présent dans la culture syrienne et n'a pas disparu. Alors ce sera difficile, indubitablement. Il faudra peut-être se battre contre eux, c'est possible. Mais beaucoup de Syriens ont dit qu'ils étaient prêts à le faire, mais après la chute du régime, pas avant. Sauf que récemment, il y a 3 jours, lundi, près de 500 intellectuels et activistes syriens ont finalement produit un communiqué dans lequel ils disent: les combattants étrangers, nous n'avons pas besoin de vous, sauf si vous voulez nous aider à abattre le régime. Mais si jamais c'est pour faire ce que vous faites, sortez. Et en particulier, ils visaient l'État islamique d'Irak et du pays de Cham. Bon, des questions plus vastes, y compris à nos autres intervenants. Oui, je vous écoute. Je remercie M. Leverrier pour son intervention et pour son blog que je suis attentivement sur Le Monde, et il est plein d'informations. Je dis que pour savoir ce qui se passe en Syrie, ce n'est pas très difficile. Il y a des milliers de pages qui sont écrites tous les jours dans chaque village et dans chaque ville sur Internet qui relatent exactement ce qui se passe tous les jours dans ces endroits et dans ces villes et dans ces villages. Pas seulement ils relatent,
ils écrivent de la poésie, ils écrivent des textes très forts. Et en plus, tout est filmé et il y a même les photos et les films de tout ce qui se passe en Syrie, il n'y a pas de problème. Déjà, quand on regarde sur Twitter aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai appris qu'il y a eu 4 raids d'aviation de combat sur les banlieues de Damas, sur des villes comme Antony ou comme Pantin. Il y a eu 3 raids aériens à Arbin et une raid à Balzi. Et donc, on peut, dans une demi-heure, voir les gens qui sont morts dans ces raids d'aviation. On peut voir exactement les maisons qui ont été détruites. Si on lit l'arabe. C'est-à-dire que c'est très facile. Ce n'est pas compliqué de les voir. La priorité, à mon avis, c'est surtout arrêter ces massacres-là tous les jours, qui n'en finissent pas depuis 2 ans et demi. Donc c'est ça le problème principal. J'ai une petite question à M. Naël. C'était juste pour savoir depuis quand, dans la constitution syrienne, le président doit être sunnite. Parce que par exemple... Musulman. Musulman ou sunnite. Parce que même dans mes recherches historiques sur Google, par exemple, je trouve un président syrien, même intérimaire, qui s'appelait en 1951 Saïd Eshaq, qui est d'origine assyrienne de Hamouda, qui est devenu président de la République pendant une période intérimaire entre 2 élections. Et donc il y a eu quand même un président chrétien qui est devenu président de la Syrie, en dehors de Saïd Khouri, qui était Premier ministre, qui est très connu sur le plan national et international. Je vous remercie. En fait, dans la Constitution de 1973, c'était toujours la même disposition que celle de 2012, à savoir que le chef d'État doit être musulman. Et dans la Constitution de 1951, donc là, il y a certaines voix qui demandent que cette Constitution soit appliquée en Syrie. Il y avait une disposition qui dit que la religion de l'État est l'islam. C'est pour ça moi, je suis d'avis d'appliquer cette Constitution seulement dans une phase transitoire, parce qu'il y a beaucoup aussi droits et libertés qui sont assurés aux citoyens, à part que cette disposition relative au lien entre la religion et l'État, et aussi l'idéologie arabiste est bien présente. Donc, il faut être juste avec les non-musulmans et les non-arabes et éliminer ces 2 dispositions d'une future constitution syrienne qui devrait être appliquée. Mais à part ça, et surtout la personne que vous l'avez citée comme étant président ou chef d'État, je n'ai pas du tout connaissance. Bonjour, merci Vladimir. Je voulais savoir actuellement quelle est l'évolution des relations, des passerelles entre d'un côté toutes ces initiatives locales, ces groupes locaux, les groupes de l'armée libre, je dirais non djihadistes, et aussi, bien évidemment, la coalition nationale. Voilà, est-ce qu'on se parle de plus en plus? Est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que, voilà, parce que je crois que c'est l'avenir, ça. Merci. C'est là que je crois qu'il y a un vrai problème. D'abord, s'agissant de la coalition nationale, elle a malheureusement été largement déconsidérée à cause de son inefficacité. Ce que les révolutionnaires attendaient de la coalition, comme ils attendaient précédemment du Conseil national syrien, c'est qu'elle démontre à l'extérieur la légitimité de la révolution et la légitimité des moyens que les Syriens employaient pour changer le système politique dont ils ne voulaient plus, mais que cette coalition a échoué parce que, de facto, elle n'a pas réussi à obtenir le soutien international. Pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué les trahisons successives de la communauté internationale auxquelles les révolutionnaires syriens sont confrontés. Et ils vivent aujourd'hui, je pense, un état d'abattement après ce qu'ils ont vu, le rétropédalage de la communauté internationale et récemment les dernières déclarations de Kerry. Donc ça déconsidère la coalition. D'ailleurs, il y a eu des communiqués qui ont été publiés par un certain nombre de groupes armés en disant la coalition ne nous représente pas, on ne la reconnaît pas, elle n'a pas d'existence. Et s'agissant de l'armée syrienne libre, oui, il existe des passerelles, mais de manière très locale, entre les associations et l'armée syrienne libre. Mais la plupart de ces associations sont des associations apolitiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'organisent pour créer des choses, pour intervenir, pour faire la propreté dans des endroits où c'est abandonné parce qu'il n'y a plus d'autorité de l'État, pour rendre des services, faire de l'éducation pour les enfants parce qu'il n'y a plus d'école. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Alors, il n'y a pas
pas de passerelle immédiate. Il faudrait peut-être créer, comme il y a eu finalement dans les comités locaux de coordination, ou bien dans le haut comité, je ne me souviens plus le nom précis, de ces tentatives de regrouper les coordinations locales lorsqu'elles se sont créées. Il faudra peut-être effectivement chercher à créer des unions de ces associations qui travaillent dans le même sens. Bon, il y a déjà un travail de relève de toutes ces différentes associations qui a été réalisé par un groupe non violent, et on peut trouver une très bonne carte interactive sur laquelle vous allez vous promener et vous voyez ce qui existe. Alors, le travail, je crois, reste à faire. Mais pour le moment, je pense qu'on a affaire à beaucoup d'initiatives locales, ne serait-ce parce que la communication est extrêmement difficile, les déplacements sont difficiles, les communications sont surveillées, il n'y a pas toujours l'électricité, etc., etc. Bon, moi, j'ai 2 petites remarques avant de poser ma question à M. Naël Georges. La première concernant la minorité sunnite. Je veux accentuer, c'est une anecdote, mais je voulais accentuer l'idée que si on prend 4 activistes, on tombe sur un chrétien, un alaouite, un druze et un sunnite. Et dans ce sens, je trouve que c'est une minorité, oui. La deuxième chose, je suis un peu en rage et je ne vais pas être diplomatique et je vais être un peu sauvage parce que ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ici en France et ailleurs aussi et on tombe toujours sur les mêmes questions. Et l'autre jour, j'étais à l'Assemblée nationale face aux Syriens et aux Français qui ont parlé aussi de la Syrie. Et il y a eu un représentant ou le directeur, le conseiller d'Alep, c'est-à-dire du comité local d'Alep, oui, et qui était obligé à répondre à une question qui m'a humiliée, moi, en se justifiant que non, en donnant des garanties que non, on va pas se lancer entre les bras d'un État islamique et tout. Moi, je pense que si, après tout ce qu'on a entendu hier et aujourd'hui et tout ça, avec des informations précises, scientifiques, avec des chiffres et tout, si on continue à poser les mêmes questions, ça veut dire qu'on n'écoute pas. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'écouter. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de regarder et de voir que c'est une révolution exceptionnelle qu'on n'a jamais eue dans l'histoire de l'humanité. Il faut apprendre avec cette révolution au lieu de continuer à nous mettre dans des clichés ou dans des cases ou à chercher de nous comparer sans arrêt avec l'histoire ou avec des fantasmes. C'est une révolution à part qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont vécu en Europe ou ailleurs. Il faut accepter ça, il faut essayer de comprendre que c'est différent. Il faut aussi voir qu'on est en train de mourir. Au lieu d'avoir peur pour notre avenir, il faut avoir peur pour notre présent. Et un Français ou un Européen ou n'importe qui n'a jamais bougé pour la Syrie, il n'a pas le droit de dire « et les islamiques » et le pays après. Non, ils n'ont pas le droit. Ou on écoute d'abord, tu as dit tout à l'heure, Vladimir, que Nabod, il faut écouter Nabod de la révolution syrienne. C'est différent. On ne fait pas à la coupe. Ça, c'est ma remarque. Alors, ma question à Naël Georges, que j'ai déjà posée tout à l'heure aussi à Sef, c'est pourquoi on parle jamais, quand on parle des minorités ou pourquoi on ne parle pas des Palestiniens en Syrie? Moi, je trouve que c'est un cas qui mérite d'être éclairé, surtout comme vous avez parlé tout à l'heure de la laïcité, de la fausse laïcité du régime. Il y a aussi la fausse idée que même les Arabes, les Palestiniens et la gauche française continuent à défendre le régime en disant que c'est un régime antisioniste, que c'est un régime qui défend les Palestiniens et que c'est un régime
qui est contre les États-Unis et autres. Il faut qu'on parle aussi des Palestiniens parce que le régime syrien a tué des Palestiniens plus qu'Israël. Ça, c'est aussi qu'il faut que tout le monde sache, au lieu de continuer de dire que c'est un régime qui défend la cause palestinienne, qu'il y a des camps qui sont bombardés depuis maintenant quelques mois, qui sont encerclés et qui résistent et qui n'ont aucun droit aussi ni de vivre, ni de travailler, ni de résister. Donc, je me demande pourquoi on cite jamais les Palestiniens quand on parle des minorités. Voilà. Oui, donc déjà en tant que chercheur ou académicien, on ne peut pas parler de tout. En fait, il y a beaucoup de questions très importantes, la femme, l'enfant, la torture, etc. Là, j'étais spécialisé de cas des minorités religieuses. C'était l'objet de l'intervention. Mais je peux dire concernant la théorie de l'opposition ou théorie de résistance syrienne, ça a été démonté par le régime même. Ce qu'il fait actuellement, ça ne fait pas du tout partie de la résistance. Et même aussi le groupe Hezbollah qui se trouve au Liban. Donc on a vraiment vu son vrai visage. Là, actuellement, les combattants de Hezbollah sont en train d'aider le régime syrien. Ils se trouvent actuellement en Syrie. Donc ils ont attaqué plusieurs endroits en Syrie, dont la ville Al-Qusayr, à côté de Homs. Donc tout ce qui est résistance et théorie de résistance, ça, maintenant c'est clair que le régime n'est là pour se défendre ou pour garder son pouvoir. Il ne défend ni les minorités, ni les Palestiniens. Après, la question de Palestiniens est un peu différente en Syrie qu'au Liban. Au Liban, il y a 50 métiers à peu près qui sont interdits aux Palestiniens. Alors, ce n'est pas le cas en Syrie. Les Palestiniens en Syrie, ils ont des cartes vertes, juste pour garder le droit au retour, mais après, ils sont traités comme les autres citoyens. Dans le contexte des événements actuels, ils ont été touchés à plusieurs endroits, surtout dans le camp Al-Yarmouk à Damas, c'est vrai, mais aussi c'est le même combat de peuple syrien. Il y en a des Palestiniens qui sont nés en Syrie, leurs parents sont également nés en Syrie pour moi, ils sont des Syriens. Et donc c'est un combat de peuple syrien. Je pense que le sujet ne mérite pas qu'il soit vraiment développé pour justement démonter la théorie de résistance. Alors c'est clair que le régime est là pour juste garder son pouvoir. Puis-je poser ma question ? Oui. Ma question, c'est que je souhaiterais avoir un éclairage concernant un point qui me turlupine, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire, c'est vrai que toute révolution est différente de l'autre, mais malgré tout, historiquement, et on le voit à l'époque actuelle, dans un mouvement, l'armée compte beaucoup et peut faire bouger dans un sens ou dans un autre. Ça a été le cas dernièrement, et on ne peut peut-être pas s'en féliciter complètement en Égypte. Bon, c'est le cas dans d'autres pays, même au niveau des révolutions russes, etc. Donc, je me pose une question concernant justement la composition de l'armée syrienne, de l'armée dite régulière. Bon, on sait que lors du mandat français, la France s'est appuyée sur la communauté alaouite pour, disons, constituer l'armée, d'où d'ailleurs après la prise de pouvoir en 1963 puis 70 par le régime actuel. Mais que la bourgeoisie damascène n'aimait pas tellement que ses enfants entrent dans l'armée. Ce n'était pas considéré comme un métier, etc. Mais malgré tout, vu la constitution de la société syrienne, on pourrait imaginer que dans l'armée actuelle, disons, quel est le pourcentage des différentes communautés ? Et on aurait pu attendre, même s'il y a des défections, si vous voulez, de l'armée régulière, bon, même si globalement on peut imaginer que les chefs ont été des alaouites plus que d'autres, si vous voulez, est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est pas pour refaire l'histoire, mais tout de même ça m'intrigue, que dans une société qui a souffert de manière très objective du régime,
il n'y ait pas, si vous voulez, une plus grande capacité de l'armée régulière à se mobiliser, je dirais, contre le régime. Alors je sais que quand il y a eu des défections, les familles de ceux qui ont quitté ont été durement punies, mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, si c'est possible. Merci. D'abord, pour revenir sur un point, il est clair que la puissance mandataire s'est appuyée sur les minorités, mais les choses ne sont pas aussi simples que vous l'avez présenté. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que la France mandataire en Syrie a instauré l'enseignement obligatoire et que les Alaouites qui ont été tenus à l'écart en ont profité et qu'ils n'ayant pas de capital à investir donc dans le commerce, ils ont trouvé dans l'armée un expédient, un moyen pratique comme une espèce de niche. L'armée leur a servi d'ascenseur social jusqu'au moment du coup d'État ou des coups d'État, donc 63, 66, 70, qui leur a permis de s'affirmer comme étant les détenteurs du pouvoir réel, tandis que la majorité, c'est une autre manière de présenter les choses, la majorité sunnite de la population est figurée dans le pouvoir apparent. Bon, donc ça c'était la première chose. Je crois que l'armée, d'abord par éducation, par le sens de la discipline qui est inculqué à ceux qui font leur service militaire, l'armée a une espèce d'ordre qui fait qu'on peut donner des ordres à des militaires et qu'ils exécutent ces ordres alors que, reprenant les choses à froid et dans un autre contexte, ils se disent non, ce n'est pas possible. Mais de fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de logique, une force de l'armée qui continue à agir. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'en Syrie, au sein des unités militaires, il y a tout le temps des agents, des services, des mukhabarat militaires précisément, qui ne sont pas là pour assurer la sécurité du pays contre l'extérieur, enfin c'est leur mission première, mais qui dans la réalité sont devenus un instrument de contrôle de l'armée pour que l'armée ne soit pas une menace pour le régime. Donc ces mukhabarat sont là partout présents. Quand vous avez un général qui, par hasard, est sunnite, parce que 80-90% des officiers appartiennent à la communauté alaouite ou à d'autres communautés minoritaires supposées fidèles entièrement jusqu'au bout au régime, donc quand vous avez un général sunnite, vous avez un colonel ou vous avez un capitaine ou vous avez des fois un grade inférieur qui est les oreilles et l'œil des mukhabarat et qui leur rapporte tout ce qu'ils voient. Donc il faut savoir qu'au sein des unités, c'est extrêmement difficile de bouger et de donner un ordre contraire, surtout si c'est pour se révolter, parce que les officiers qui dirigent ne savent pas toujours qui les espionne, qui les surveille, qui va rapporter au mukhabarat militaire. L'autre chose, vous l'avez signalé vous-même, c'est que quand un officier veut faire défection, il est obligé, à cause de la férocité du régime, de partir avec toute sa famille, parce que la règle en Syrie est la vengeance. Et la vengeance, c'est on se venge sur la personne qui a fait quelque chose, et si on ne peut pas l'attraper, et même si on peut, sur sa famille, sur ses enfants, sur sa femme, même quand ils n'ont rien à voir. C'est ce qui vous explique que pour faire sortir un officier supérieur, il faut parfois une organisation de 3 mois, afin que tout le monde puisse sortir ensemble. Mais tout le monde, vous savez, chacun avec sa jama'a, enfin avec son groupe, c'est 30, 40, 50 personnes. Rappelez-vous la manière dont a dû fuir Riyad Hijab pendant l'été 2012. Donc il a fallu organiser ça. C'est extrêmement coûteux. Donc un certain nombre d'officiers qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais qui ne peuvent pas le dire et qui ne peuvent pas faire autre chose, sont obligés de se plier. Dernier point, c'est qu'il y a un certain nombre d'unités de l'armée syrienne qui ne sont pas du tout opérationnelles. C'est-à-dire qu'on entend toujours parler et on voit toujours sur le devant les mêmes unités, c'est-à-dire la garde républicaine, la 4e division et d'autres unités dans lesquelles les alaouites sont majoritaires ou dans le cas de l'encadrement est entièrement alaouite. Les autres, elles sont confinées dans leur région où elles ne sont engagées que de manière très restreinte dans des opérations dans lesquelles on pense que ça ne donnera pas lieu à défection. Donc je crois que c'est ça qui explique que l'armée, pour le moment, ne s'est pas retournée. Non, il y a quand même un point sur lequel il faut aborder, c'est que des défecteurs se sont rendus compte au bout d'un certain temps, les déserteurs, que sortis du système, ils n'étaient plus utiles. Et c'est pour ça qu'on les a retrouvés en Turquie, où ils se trouvent dans des camps. C'est une armée mexicaine, c'est-à-dire on a plein d'officiers et il n'y a pas d'hommes. Donc ils se sont dit, après tout, il vaut mieux que ceux qui partagent nos idées restent pour le moment au sein de l'armée, et au moment, quel moment ? Au bon moment,
ils pourront rejoindre à ce moment-là la révolution ou la révolte avec leurs hommes. C'est ce qu'un certain nombre de gens espèrent, et en particulier, parce que vous avez peut-être vu ça circuler, le général Manaflas, qui est chez nous réfugié, qui est largement pour le moment inactif, mais qui dit que lorsqu'il rentrera en Syrie, quand il rentrera en Syrie, l'armée syrienne libre se regroupera autour de lui, et que les unités dirigées par des officiers toujours dans le système mais acquis à la révolution se joindront à lui, parce que lui présente une garantie que la SL ne donne pas. Bon, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il dit.